j'étais venue dans ce pays, j'avais la nausée. J'étais très mal, je me sentais déchirée. Et j'ai compris que le voyage et l'exil, ce ne sont pas les mêmes choses. Et je me souviens de cette nausée qui me paralysait. Mais heureusement que vous ne m'avez pas laissé avec cette nausée et vous ne m'avez pas laissé dans ce combat toute seule. Je me souviens très bien, vous m'avez dit que ça, c'est aussi notre combat. Et grâce à cette solidarité, vous me voyez maintenant, je suis forte et nous luttons ensemble. Chers amis, c'est vous qui sont mon pays. Et vous savez bien que des grandes puissances multinationales n'ont pas de pays. Mais ils nous imposent des frontières politiques, des frontières économiques, des frontières sociales. Nous ne voulons pas ces frontières. Chez nous, ici, les portes sont ouvertes. Ils ferment, nous ouvrons. Donc, nous n'arrêtons pas de nous mobiliser contre cette loi de honte. Nous sommes dans une période sombre, mais en même temps, je sens une revitalisation politique qui vient du bas et qui s'appuie sur les convergences des luttes. Je sens qu'il y a de convergence des fourmis noires, des fourmis rouges, même les fourmis convergent avec les cigales. C'est pas seulement qu'on est très forts ensemble, mais aussi ça nous transforme. Par exemple, les fourmis apprennent à chanter et les cigales apprennent à travailler avec la patience et marcher jusqu'au l'Angleterre. Merci. Nous sommes ici parce que la situation des migrants et des migrantes accueillis en France est inacceptable. L'ancienne préfecture, lieu important qui représente la violence des institutions que peuvent connaître les migrantes et les migrants en France. Et rappelons que notre préfet a été condamné plusieurs fois pour reconduite illégale à la frontière. La nouvelle loi Asile et Immigration présentée par le gouvernement va durcir la législation concernant les demandeurs et les demandeuses d'asile et va affaiblir considérablement les garanties et les droits fondamentaux. C'est une honte pour notre pays. Les femmes sont les premières victimes. Elles endurent une double peine. Elles quittent leur pays pour leur survie, comme les hommes. Leur fuite découle aussi souvent de violences spécifiques de genre dans leur pays. Traite des êtres humains, excision, mariage forcé, obligations vestimentaires, interdiction d'activités culturelles et professionnelles, violences domestiques, lesbophobie, transphobie. Souvent, la domination masculine façonne leur trajectoire migratoire, viol, traite, esclavage. Elles ont droit à une protection et un accueil digne. La nouvelle loi ne fera que détériorer leur situation. La loi est passée, en première lecture. Et nous appelons les citoyens et les citoyennes à se mobiliser pour empêcher son application. L'intersectionnalité, elle s'intéresse finalement à l'imbrication de 3 rapports sociaux qui sont donc le rapport socio de classe, de sexe et de race. C'est au fur et à mesure que la notion s'est élargie et qu'on pouvait l'étendre aussi à d'autres formes d'oppression parfois moins visibles, comme par exemple l'âge, le handicap ou les orientations sexuelles. C'est l'idée de penser les discriminations ensemble. C'est pas nécessairement dire qu'elles s'ajoutent, mais c'est vraiment penser que ça crée des situations nouvelles qu'on ne peut pas ou qu'on ne doit pas, après ça dépend des points de vue, laisser à l'écart. Je suis psychologue auprès d'enfants et d'adolescents.
et de beaucoup d'adolescentes d'ailleurs. Et on m'a proposé d'écrire un livre dans une collection pour adolescents. S'adressant à des ados de 13 à 17 ans, c'était un peu délicat d'aborder de plein fouet la question de la sexualité, notamment de la pornographie ou même des pratiques sexuelles dans lesquelles on est encore englué, nous en tant que femmes, n'est pas abordée. Mais peut-être une thématique sensible aussi, parce que est-ce que finalement quand on parle de féminisme, est-ce qu'on parle souvent de sexualité ou pas? On parle pas si souvent que ça de sexualité, et je me demande si c'est pas une continuité de la troisième vague ou alors peut-être une quatrième vague, celle de la sexualité, parce que quand on parle de la libération sexuelle des femmes dans les années 70, j'ai l'impression que c'est quand même une fausse libération, parce que d'accord, maintenant les femmes acceptent de coucher hors mariage, mais bon, il y a encore plein de choses à faire, et j'ai l'impression que la condition de la femme dans la sexualité est encore loin d'être réglée. On est toujours, nous, d'une certaine manière, soumises au désir de l'homme. Et il y a une vraie question de l'égalité du désir, de l'équité du désir en tout cas, ce qui fait que les femmes se retrouvent obligées de correspondre à certains poncifs, ce que je traite dans le livre, c'est-à-dire qu'il faut être ni trop grosse, ni trop mince, ni trop vieille, Et c'est intéressant parce qu'on le voit en creux, il y a des sortes de révolutions entre guillemets qui se passent actuellement au niveau du paraître. Chez les femmes qui ont décidé maintenant que c'était fini, qu'elles se teindraient plus les cheveux. Parce que pourquoi George Clooney est hyper sexy quand il a les cheveux gris et que Simone l'est beaucoup moins. Et puis pourquoi il faudrait que les femmes soient soumises aussi aux dictates du maquillage. Et du coup, pour moi, ça implique forcément une sexualité qui n'est pas du tout libérée pour la femme. On va voir que les mécanismes de pouvoir se construisent et s'alimentent les uns avec les autres, et que par voie de conséquence, les oppressions subies sont simultanées et non hiérarchisées. L'intersectionnalité permet de pointer du doigt le fait que les individus dominés subissent des oppressions multiples, mais surtout simultanément. C'est tout l'intérêt de l'intersectionnalité, qui est d'étudier non pas le racisme d'un côté et le sexisme de l'autre, mais l'un avec l'autre. L'expérience sociale traversée par une jeune femme qui serait d'origine immigrée, musulmane, issue de classe populaire et homosexuelle ne va a priori pas être la même que celle d'un homme qui serait hétérosexuel et qui serait issu des classes supérieures. L'intersectionnalité, c'est donc un concept qui est à la fois théorique, mais aussi un outil d'analyse sociale. Il permet de prendre conscience des multiples discriminations qui peuvent peser simultanément sur l'individu. Il permet de ne pas envisager les luttes de façon cloisonnée, mais plutôt de manière globale. Je pense, de manière sociétale, le désir de l'homme qui est le premier à devoir être mis sur la table, quoi. Le plus important, c'est le désir que suscite la femme plutôt que le désir de la femme en lui-même. Et donc cette question du regard, cette question du harcèlement de rue, cette question du fait d'être tout le temps soumise, considérée comme un objet. Il y a des fantasmes de soumission de la femme qui deviennent de plus en plus prégnants dans le porno, jusqu'à des formes de violence vraiment assez insupportables, je trouve, et qui représenteraient un fantasme normal et commun de soumettre l'autre à son désir avec beaucoup de violence. C'est encore assez tabou, cette histoire de la masturbation, qui pourtant chez les garçons arrive très jeune et assez normale, considérée comme normale, et chez les petites filles encore et chez les adultes passer un peu sous silence, ou en tout cas reste encore un sujet tabou, ce qui met encore un déséquilibre dans la sexualité des hommes et des femmes, et de comment est-ce qu'ils se considèrent et leur rapport au corps. On nous a fait très longtemps croire dans nos cours de bio et tout ça, enfin moi à mon époque les cours de bio, le clitoris c'était jamais évoqué en fait, clairement quoi. Autant tout l'appareil de reproduction, alors là oui on savait bien comment ça fonctionnait, pourtant on l'a bien repéré puisqu'il y a plein de pays qui excisent encore, enfin il y a plein d'endroits où on excise encore les jeunes femmes, donc on a dû bien repérer que ça devait avoir un lien avec le plaisir féminin. C'est le résidu de quelque chose, comme si on était des
des êtres humains pas totalement terminés, quoi, le résidu d'un pénis, quoi, voilà. Alors on imagine bien que du coup, un mini pénis, ça passe après un vrai pénis, quoi, dans l'histoire du désir, quoi. Je pense que les filles sont encore toujours très timorées sur cette partie-là, quoi. Les préfectures mettent plus de moyens, plus de personnel pour un accueil humain des personnes. Un mauvais accueil peut être une maltraitance supplémentaire. Nous voulons un meilleur suivi de santé, une meilleure reconnaissance et visibilité de ces violences subies. Il y a quelque chose dont on entend souvent parler actuellement sur les réseaux sociaux, c'est cette histoire de manspreading. Ces hommes qui, en fait, quand ils s'installent dans le transport en commun notamment, prennent toute la place en écartant les jambes. Même à tel point qu'on regarde comment on est assise, on a toutes les deux les jambes fermées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend aux petites filles. C'est-à-dire, tu n'écartes pas les jambes, tu montes pas ta culotte. Encore une de ces réalités qui nous paraissent complètement logiques et normales, que les femmes ont leur petit coin réservé pendant que les hommes prennent toute la place qui leur est due. Mais due à quoi? Qu'est-ce qu'on exhibe et qu'est-ce qu'on cache, quoi? Cacher la partie honteuse, sans parler des règles qui sont encore un tabou hallucinant dans notre société, quoi. C'est-à-dire que c'est sale. En fait, finalement, au regard de l'humanité, on s'intéresse à la femme que depuis 0,05 secondes. Donc en 0,05 secondes, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées, mais on imagine encore le boulot qui reste à faire, quoi, et surtout à déconstruire. C'est vraiment l'idée de la pilule de Matrix, qui est reprise souvent quand on parle du féminisme, mais à partir du moment où on commence à voir certaines choses, c'est Pinar Selleck qui disait qu'en fait, on se rend pas compte qu'on est dominé, et quand on s'en rend compte, ça y est, on sort de la domination. Mais je veux dire, on n'est pas obligé de pas se maquiller ou de pas porter des talons pour être féministe, mais par contre de s'interroger sur le pourquoi on le fait, déjà ça peut faire avancer les choses. Seul dans notre malheur, les femmes, l'une l'autre ignorées, ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons nos femmes esclaves, et brisons sans entrave, debout, debout, debout. Le labyrinthe? Mais je ne peux pas te dessiner le plan du labyrinthe, car il est mouvant, expliqua Dédale à Ariane. Il n'a aucune forme préétablie. De nouvelles voies peuvent s'ouvrir à tout moment, à chacun d'accepter de s'y perdre. Mais alors, comment peut-on en trouver l'issue? Ah, il te faudra d'abord affronter la bête. Ensuite, tout dépendra de l'issue que tu cherches, Ariane. Trop hardcore, mais j'aimerais les voir.